Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous sommes à nouveau très heureux de vous retrouver dans des circonstances plutôt, on va dire, préoccupantes pour notre société, mais vous en avez certainement entendu beaucoup parler ces derniers temps de ces violences conjugales, puisqu'on est au cœur de grands débats nationaux avec, bien évidemment, les retours de ces Grenelles qui ont eu lieu le 25 novembre dernier. Et pour nous en parler ce soir, nous avons choisi deux experts. On va commencer par l'experte Cindy Lagier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes formatrice et surtout chargée de prévention, j'imagine, des violences, prévention des violences contre... des violences sexistes et sexuelles pour le compte de l'UFM, une association qu'on ne présente plus ni en Martinique, encore moins en Guadeloupe. Alors, deuxième invité, c'est Roger Cantacuzène. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chargé de mission à l'Observatoire des violences envers les femmes de la Martinique. C'est ça, oui. Vous nous direz un petit peu qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on observe, tout ça, on en parlera tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on commence l'émission par une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, qui peut interpeller et qui, bien évidemment, fera l'objet d'une réaction de notre part. Nous observons et nous regardons surtout cette vidéo tous ensemble, si vous voulez bien. On y va. Hé, vous là, oui, vous-même. Qui, moi? Oui, c'est bien toi. Le mal antillais, beau, fort, viril. Ou son mal non, hein? Mais la ville arrête barre. Ou qu'à souhait toute la journée pour gagner un petit l'argent. Patron en cas malmené au con chien. Et là où rentrer à casa, femme à là, qu'à bar gaz. Pas qu'à coûter, pas qu'à respecter. Qu'est-ce que moun la qui dit, c'est à continuer comme ça? C'est l'honneur qui est en jeu. Hein? Eh ben, on a une solution là. Foutez coup. Fouille coup? C'est abusé quand même. Eh mais c'est madame là, arrêtez là. Hein? Ça qui intéresse les autres. Mais attention à un bougon moi. Vous pouvez pas faire ça n'importe qui genre. Hein? Ni des regards respectés si vous ça fait bien. Mi qu'on s'en vrai non qu'a fait. D'ailleurs pour yon, bat femme c'est comme si vous t'avez fait l'amour. Pour mettre en condition, ou à commencer avec des trois petites paroles douces. Non mais attends chérie, qui qualité robe mettre sur là? C'est comme ça qu'on nettoie la là. Et si nous souvons mon à présent, qu'est-ce que dit? Bon Dieu ça, où l'on Au marché. Au marché? Et avec qui moun? C'est dernier fois qu'on est présent hier là. Je vais à la messe. La messe? Qu'on fait la messe? Mesdames, si vous gardez la capale bas comme ça, pas une quoi ça normal, hein? Ça n'y a non. Violence verbale. Et c'est comme ça toute violence qui a commencé. Et c'est comme ça si Bougla qui a pensé au mettre femmes à yo en place à yo. Et bien toute misère là où fait femme la voix. Vous êtes impayé répondre vous encore. Donc à présent, vous juste ni pour attendre bon esquisse là. Pour mettre ça en haut, si. Ni des morceaux esquisse pour bas au fosse. Qu'est-ce que ça y est ça? Soupe encore? Ou pas senti ça trop chaud bébé bois ça? Oula! Mais quoi yo? C'est mon petit moun qui a fait des ordres. On pas te demander où laver ça pour moi? Tous les jours à don machine à laver, je de la pagnon chimiste quoi pour moi? Mi, allez laver ça. Non mais ou pas voir qu'à match football là, c'est à présent vous êtes passé devant télé là. Et si ni chérie pour vous? Chérie, comme une jeudi. C'est moi qui m'a demandé. C'est là pour montrer qui moun qui bosse. Parce que voilà, là on gagne énervé, vous pouvez pas faire rien. Mais ici dans, pas casa, mal. Vous pouvez faire ça ou voulez. Pour moun peut pas marcher à si tête. Faut moun respecter. Oh. Vous êtes resté sans mots face à cela.
Mais enfin, on disait même tout à l'heure, en visionnant cela, que malheureusement, nous n'étions pas dans la caricature. Hein, Cindy, nous sommes dans la vraie vie quand on voit ça. Oui, effectivement, c'est une vidéo qui avait pas mal tourné sur beaucoup de réseaux sociaux, comme tu le disais tout à l'heure, et qui montre bien des choses qui peuvent se passer partout en termes de violence conjugale, en termes de violence verbale, en termes de violence physique, avec une très longue partie justement sur l'humiliation, l'attaque sur l'estime de soi, qui représente bien en fait le socle des violences conjugales que peuvent connaître un certain nombre de femmes. Donc effectivement, ça reste toujours poignant de voir ces images parce qu'on sait que ce sont des choses qui se passent dans la réalité, que ce n'est pas de la fiction. Et le fait de prendre le temps de parler d'un côté de l'attitude de l'homme en détail, justement de parler des motivations, pourquoi ces actes-là sont mis en place, de quelle façon, et de l'autre côté de bien parler aux femmes de non, en fait ça c'est pas quelque chose de normal, c'est pas quelque chose qu'on peut accepter. C'est intéressant quand même d'avoir cette double vision dans la vidéo. Et vous, Roger Cantacuzem, vous êtes, comme je disais, chargé de mission dans cet observatoire des violences faites aux femmes en Martinique. Est-ce que ce type de messages, quand ils sont dans les réseaux sociaux, sont de nature à toucher l'opinion? Est-ce que vous pensez que ça les touche? Est-ce que ça fait bouger le curseur un peu? Je pense que ça fait quand même découvrir un certain nombre de situations et que, bon, là, c'est fait de manière un peu provocatrice, mais justement, c'est important d'attirer l'attention sur des situations et de montrer que ce sont des situations qui sont véritablement vécues par des gens. Parce que quelquefois, monsieur tout le monde, madame tout le monde vit sa petite vie et puis a l'impression que bon, les violences faites aux femmes, on en parle de temps en temps, mais bon, ça n'arrive pas tant que ça, alors que ce sont des réalités qui sont quand même bien présentes. Vous avez des chiffres pour la Guadeloupe et la Martinique, peut-être pour la Martinique? Oui, alors cette réalité, elle se décline comment en termes statistiques dans nos régions? Alors, ce sont des réalités qui sont quand même extrêmement importantes. On avait déjà des chiffres il y a une dizaine d'années qui montraient qu'on avait à peu près, en termes de violence psychologique, à peu près 22% de la population qui était touchée et à peu près 2,5% donc des femmes qui étaient victimes de violences physiques. Et 22% de femmes victimes de violences physiques. Psychologiques, 22%, psychologiques et 2,5% violences physiques. Alors, on a eu une étude plus récente qui vient de sortir, donc 10 ans après, qui est l'enquête Virage, qui montre que les chiffres sont à peu près les mêmes, légèrement supérieurs d'ailleurs, mais en général, d'une enquête à l'autre, il y a ce qu'on appelle la libération de la parole, qui fait que plus de personnes disent effectivement ce qu'elles ont vécu. Là, on est sur des proportions d'à peu près 30% sur les violences psychologiques et 3% sur les violences physiques. Donc, on est sur des proportions qui sont quand même importantes. Et ça veut dire que notre Est-ce qu'on peut être population plus précis? 3% de la population des femmes de la Martinique subissent une forme de violence physique. Vous savez à peu près combien ça fait en termes de quantité? En termes de quantité, alors il faudrait calculer sur l'ensemble de la population. Il y a combien de femmes à peu près dans notre pays? On va faire ça très facilement. Vous êtes très doué en mathématiques, Cindy, voyons. Alors, je sais qu'il y a, combien il y a de à peu femmes près en 200 000 femmes. À peu près 200 000. À peu près, ouais. Donc 1% de ces femmes, ce serait... Alors, à cette heure-là de la journée, je pense que... Je ne sais pas. 2000, donc ça fait à peu près 6 000 femmes. Écoutez, alors, même sans partir sur ça, si on prend ne serait-ce que le phénomène des plaintes qui sont portées, en matière de plaintes, on a des taux de plaintes qui ont augmenté et qui sont de l'ordre d'à peu près 700 plaintes pour l'année dernière. Un peu moins de 700 plaintes. Lorsqu'on prend violence conjugale plus violence sexuelle. Donc ça a augmenté de 30%. 700 plaintes, et on sait que c'est à peu près une femme sur 10 qui porte plainte. Donc ça nous donne un petit peu la signification, quoi. Oui, je dis à peu près 7 000 du coup. Oui, c'est ça, à peu près, tout à fait. Du coup, dans une année, il faut compter à peu près 7 000 personnes qui sont qui correspond à pour être précis, parce qu'il faut qu'on soit très concret, ce qui correspond à la population d'une commune moyenne, de Martinique moyenne, oui, ça, de Martinique ou de Guadeloupe. Donc vous voyez quand même que l'impact
est très important. Pourtant, Cindy, on a eu des campagnes, ça fait non qu'on en parle, on en est à la 20e. C'est ça. Vous étiez peut-être adolescente quand ça a commencé, vous voyez, hein, et maintenant... et pourtant, les choses, d'une enquête à l'autre, on voit d'une recherche à l'autre que les choses ne bougent pas autant qu'on pensait. Quelles en sont les causes, selon vous et quel est l'impact de votre mission de prévention, vous, en tant que préventrice? Je pense que déjà, il y a le fait que oui, la multiplication des campagnes et d'outils mis à disposition des personnes permettent une libération de la parole, comme disait Roger, ce qui est déjà très important. Donc oui, malheureusement, on n'a pas avancé autant qu'on aurait souhaité. Et pourquoi on n'avance pas? Qu'est-ce qui fait... Vous pouvez échanger tous les deux. Hein, il y a des causes de toute façon qui sont systémiques, on en parle de plus en plus. Le fait que ces violences conjugales trouvent leur terreau dans tout ce qui est violence sexiste dans la société. Donc, enfin, le constat, il est relativement simple. Donc le verre est dans la pomme, quoi. On ne pourra pas l'enlever, c'est ça? Si, on pourra l'enlever. Enfin, moi, je souhaite rester optimiste quand même par rapport à ça. On fait un travail de prévention qui, je pense... porte ses fruits, pas autant qu'on aurait souhaité, mais en tout cas porte ses fruits en termes d'échanges avec des jeunes dans les établissements scolaires, par exemple. On fait aussi un travail de prévention et de formation à destination d'adultes, donc de personnes professionnelles, que ce soit des personnes du milieu social, du milieu police, gendarmerie, milieu médical aussi, pour pouvoir leur expliquer comment faire pour pouvoir détecter une victime de violence et puis surtout quoi dire, quoi faire, vers qui l'orienter par la suite. Donc je pense qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place qui permettent de rester optimistes. Par contre, les violences sexistes dont je parlais, qui trouvent leur origine dans le fonctionnement de la société, elles font d'un terreau qui font que là, on a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Alors justement, Roger, comment peut-on intervenir au sein de la société? Parce que quand je parlais tout à l'heure du verre qui est dans la pomme, bien évidemment, la pomme pour moi c'était la société. Et comment faire en sorte que cette société soit pénétrée par d'autres représentations? Alors, il y a deux champs de travail qui sont importants. Il y a un premier champ qui est le champ de la population elle-même, c'est-à-dire vraiment travailler sur les représentations, sur ce que les uns et les unes pensent des comportements, de ce qui est normal et de ce qui n'est pas normal. Donc ça, c'est tout le travail de la prévention. Et c'est ce que Cindy fait au quotidien avec l'Union des femmes de Martinique. Oui, et c'est ce qui doit se faire dans des écoles, qui doit se faire dans tous les lieux. Donc ça, c'est un domaine qui est très important. Et en utilisant divers cadres aussi, un petit peu comme on a vu la petite vidéo qui est passée. Mais vraiment, il faut utiliser tous les types de médias possibles. Et sans relâche. Et sans relâche. Parce que d'une génération à l'autre, en fait, le travail doit continuer. Il ne faut pas oublier que c'est ce qu'on appelle la socialisation. Les gens sont déjà formés d'une certaine manière. Il y a des choses que nous avons reçues du passé. Et ces choses-là qui ont été reçues du passé, elles ne changent pas du jour au lendemain. Même lorsqu'on change des lois, vous savez, la manière dont vivaient nos grands-parents, ils les ont transmis à nos parents, qui eux-mêmes nous ont transmis. Donc, il y a des traces d'un certain nombre de choses qui restent en nous, dans notre propre éducation, et sur lesquelles nous devons travailler nous-mêmes, aussi bien hommes que femmes. Nous avon vraiment ce travail à faire. Il faut être aidé par les pouvoirs. Mais est-ce qu'on a les moyens de notre ambition? Parce que s'il s'agit de traverser toutes les strates de la société, de la population, est-ce que vous pensez que ce travail colossal est soutenu par des moyens financiers adaptés? Les moyens financiers ne sont pas suffisants de toute façon parce que pour qu'il y ait vraiment un impact, j'ai envie de dire, en continu, il faudrait qu'il y ait des interventions régulières chaque année sur toutes les promotions et aussi sur toutes les strates de la société, comme disait Roger, parce qu'on parle souvent des jeunes, donc c'est une population qu'il est important de toucher, de viser, avec laquelle il faut absolument communiquer et échanger sur les représentations pour ne pas justement que cette socialisation continue sur des stéréotypes, sur des injonctions, mais aussi continuer avec des personnes adultes, continuer avec des personnes qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire plus, parce que ces personnes fonctionnent aussi dans la société et puis transmettent aussi justement dans la socialisation verticale, transmettent aussi
aux autres générations. Alors j'ai entendu le Premier ministre lors de la déclaration qu'il a faite le 25 novembre au sujet des Grenelles qu'il fallait peut-être encore bousculer les mentalités, les représentations au niveau de l'école en particulier et faire un travail de prévention. Mais j'ai quand même un souvenir des difficultés qu'on a eues à faire passer la question du genre dans les écoles à un moment où même les enseignants résistaient. Est-ce que vous pensez que ça va être aussi simple que ça ? Ça ne va pas être simple, ça ne va pas être non plus du jour au lendemain. C'est important, le fait que les pouvoirs publics prennent position, ça c'est déjà un grand pas. Parce que ça n'avait pas forcément toujours été acquis. Hein. Et lorsqu'on parle justement, on se dit que pourquoi 20 ans, est-ce que ça prend du temps? Mais les choses en fait prennent du temps à se mettre en place. C'est vrai qu'il y avait déjà les structures féministes qui menaient un travail, il y avait certaines campagnes qui se faisaient déjà. Sur le terrain, il y avait quand même beaucoup de lacunes aussi. Ça a été le constat qu'il y a eu lors de l'enquête il y a une dizaine d'années. L'un des constats, c'est que les femmes allaient, par exemple, dans les commissariats, portaient plainte, mais les plaintes n'étaient pas toujours reçues. Il n'y avait pas toujours l'accueil qu'il fallait. Vous pensez qu'actuellement, ça s'est amélioré? Il y a eu un pas qui a été fait, effectivement, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années, il y a eu quand même dans les commissariats, il y a eu des personnes qui ont été formées. Il y a eu des intervenantes sociales de gendarmerie qui ont été nommées, ce qui ne se faisait pas il y a 10 ans. Donc il y a un premier pas qui a été fait, vraiment, où il y a une amélioration de l'accueil. Alors maintenant, il y a encore des pas à faire. Pourquoi? Parce que, par exemple, en matière d'accueil, lorsqu'une personne a été formée dans un commissariat, les personnes ne restent pas toujours en poste au même endroit. Surtout chez nous. Donc, une fois que ça a bougé, on se retrouve sans aucune personne formée sur cette matière-là. Et c'est une matière qui est extrêmement sensible. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une personne, une femme qui a subi un certain nombre de violences, qui a vécu des choses difficiles, en fait, est elle-même dans le déni. Elle sait qu'elle a vécu des choses, mais elle n'ose pas toujours en parler. Elle n'a pas toujours non plus l'écoute de l'environnement. Elle est tout simplement dans la sidération, parce que c'est peut-être pas forcément du déni, mais ça peut être de la sidération liée au trauma qu'elle a subi. Mais il y a aussi l'aspect, si on lui a répété toute la journée, de toute façon, personne ne te croira. Oui. De toute façon, tu peux dire ce que tu veux, personne ne viendra me chercher, rien ne m'arrivera. Forcément, ça aussi, ça a un impact sur la victime et sur le fait qu'elle parle. Alors, je vais interroger les spécialistes que vous êtes, parce que j'ai le sentiment que c'est devenu une histoire de spécialistes, de militants, mais qui ont de plus en plus professionnalisé leur intervention. Vous en êtes d'ailleurs la preuve humaine. Mais enfin, quand même, une société, c'est aussi composé de la famille. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un travail à faire pour que ces victimes puissent se sentir à l'aise d'en parler dans leur famille? Comment? Oui, de toute façon, il y a ce travail-là à faire, mais ce travail, il vient justement de... Roger parlait tout à l'heure de la construction, de la socialisation, mais il y a aussi toute la partie construction de l'estime de soi. Quand on se sent suffisamment en confiance pour pouvoir en parler à des personnes qui nous sont proches et que ces personnes ne font pas l'autruche aussi, parce qu'il est important de le dire, il y a des personnes de l'entourage proche qui refusent d'entendre qu'une personne subit des violences. Là, on a un terrain où on peut peut-être effectivement libérer une certaine parole, libérer des choses que l'on a vécues qui sont difficiles, qui peuvent générer chez la victime un certain nombre de sentiments, de honte, de culpabilité, mais qui sont aussi très souvent alimentés par l'auteur, par ses actes, par ses paroles. Et effectivement, quand on a ce climat de confiance, dans un environnement proche, on peut plus facilement libérer cette parole. Et s'appuyer peut-être aussi sur les associations de famille pour en parler, pour leur faire comprendre que il y a des signes et il faut être le plus souvent. Je crois qu'il faut vraiment. Faut être à l'observation de ces signes. Oui, je crois qu'il faut vraiment multiplier un certain nombre alors formation, c'est un grand mot, mais en fait quelque part de la sensibilisation. Finalement, avant, on pensait que, par exemple, être parent, c'était quelque chose d'évident, que c'était naturel, vivre en famille, c'était quelque chose de naturel. On se rend compte de plus en plus que les comportements humains, ce sont des comportements qui sont appris, que nous avons reçus aussi de notre passé et puis du type de système dans lequel, qui sont quand même... Nous sommes dans des systèmes qui sont quand même très anxiogènes, qui créent beaucoup de stress chez les gens et beaucoup de gens ne savent pas toujours vraiment travailler sur leurs émotions, mais aussi ne serait-ce que du point de vue relationnel.
on a un apprentissage de la relation, de type de relation pacifique à faire dans notre société et à développer dans le cadre des familles. Il y a des choses qui se Parce font que déjà. moi, d'expérience, j'ai le sentiment que les familles ne sont pas toujours d'un appui certain dans ces circonstances. Les victimes se sentent très isolées. Elles se retrouvent très rapidement exposées à des professionnels. Hein. D'abord les gendarmes, les policiers, puis après les intervenants sociaux, les spécialistes que vous êtes. Mais la famille est bien éloignée de tout ça. Je pense qu'il y a aussi l'aspect prendre conscience de l'impact de ces victimes qui est important à souligner parce que on a souvent tendance, et ça c'est humain à mon avis, à penser que ça se passe souvent ailleurs. Ou alors, bon, entre guillemets, c'est juste une claque, bon, elle va pas en mourir. Sauf que ces violences ne se limitent pas à ça. Donc elles ont des conséquences qui sont très graves, très lourdes pour la victime. Mais aussi, si cette victime a des enfants, ces conséquences se ressentent sur les enfants. Que ces enfants aient été victimes de violences physiques ou pas. Des victimes ou témoins, il y a des conséquences pour ces enfants. Donc prendre conscience de l'impact de ces violences, de ces conséquences, je pense que ça aussi, ça peut déclencher quelque chose qui justement peut-être permettrait un peu plus de bienveillance dans le climat familial. Enfin, je pense que ça peut être une piste. Bienveillance et surtout d'écoute pour les victimes, parce que ça devrait être normalement le premier lieu où on pourrait se confier, sauf que on constate bien que ce n'est pas toujours le cas, puisque les victimes sont souvent amenées à être prises en charge par des professionnels, quoi. Et puis effectivement, l'isolement dont tu parlais, en fait, il y a deux aspects dans cet isolement. Donc il y a l'isolement que la victime fait, je ne vais pas dire volontairement, mais en tout cas fait, parce que elle a peut-être un sentiment de honte, parce qu'elle a peut-être été contrainte aussi à faire cet isolement de par l'auteur. Et puis, il y a le fait qu'au fur et à mesure, il y a une certaine distance qui s'installe. Et si effectivement les autres membres de la famille sentent que elle appelle pas, elle vient pas, on va arrêter de l'appeler nous aussi. Là, il y a une distance qui devient de plus en plus importante, qui crée une difficulté à retourner vers les proches, même si on a envie et besoin d'en parler, parce qu'il y a déjà le sentiment de honte, de culpabilité. Si en plus mes proches se disent en fait je reviens les voir que parce que j'ai des problèmes, que parce que ça va pas, qu'est-ce qu'ils vont en penser, comment ils vont réagir, est-ce que finalement je vais pouvoir en trouver de l'aide de leur côté. Alors, je rappelle que vous pouvez nous appeler au 71 27 07 en faisant bien évidemment le 0596. On vous dit plus ça maintenant. Et vous pouvez nous appeler pour nous donner votre avis sur ces questions de violence conjugale et ces violences faites aux femmes. Est-ce que vous avez le sentiment que la situation s'améliore, les choses vont mieux, que les différentes campagnes portent leurs fruits? Vous avez le sentiment au contraire que la situation s'aggrave? Dites-nous votre avis et surtout quelles sont les solutions, parce que c'est aussi l'occasion d'échanger, quelles sont les solutions qui seraient intéressantes de porter pour réduire l'impact de ces violences. Alors, on dit par exemple que chez nous, puisque ça concerne nos amis de Guadeloupe comme ceux de Guyane et de Martinique, il y aurait eu un machisme ambiant qui ferait que chez nous, il y aurait eu plus de violence qu'ailleurs. Est-ce que ce sont des lieux communs, c'est des stéréotypes, ou c'est une réalité? Alors, s'agissant des violences, disons, violences physiques et des violences psychologiques, on est à peu près sur les mêmes taux, je dirais, qu'ailleurs. En France, oui. Par contre, il y a une spécificité, c'est concernant les violences sexuelles. C'est vrai qu'il y a des taux de violences sexuelles qui sont plus importants à la Martinique, par exemple, que sur la France. Avez-vous cherché à comprendre pourquoi ça? Comment ça se fait qu'il y ait plus de violences sexuelles en Martinique, en Guadeloupe, que sur le territoire métropolitain? Alors là, les explications sont un peu difficiles pour l'instant, parce que les enquêtes, on a des enquêtes statistiques, il y a vraiment des recherches qui continuent à être menées sur la question. Bon, on a des suppositions, en fait, qui sont plus dépréalables pour l'instant, c'est-à-dire que s'agissant notamment des types de sociétés que nous sommes, qui sommes issus quand même de choses difficiles. Il faut reconnaître que les Antilles, toutes les sociétés en fait des Antilles, de la Caraïbe, sont des sociétés postcoloniales, mais surtout qui ont un vécu bien spécifique dans la construction des familles, dans la construction des relations entre les hommes et les femmes, qui ont fait que la valorisation des hommes
passait beaucoup plus par le fait d'avoir un certain nombre d'enfants, d'avoir une sexualité débordante, oui. beaucoup plus que sur le fait d'être responsable d'une famille. Alors la question de la responsabilité jouait, mais seulement dans un deuxième temps. Mais ce qui était le plus mis en avant dans la socialisation des hommes, c'est vraiment le côté extrêmement viril de l'homme. Et, une dimension phallique qui permettait surtout à l'homme d'exister. Sa virilité était liée à son phallique. Quoi. Parce qu'il ne faut jamais oublier que en fait, les choses se transmettent de génération en génération de manière un peu inconsciente. Il y a beaucoup de mécanismes que nous avons qui héritent de choses qui viennent de très très loin. Alors, violence sexuelle qui est aussi une violence de genre, parce qu'en fait, la plupart des victimes d'agressions sexuelles sont encore des femmes. Hein. Oui, après, quand on regarde même des chiffres concernant l'inceste, c'est vrai qu'on a des victimes féminines beaucoup plus importantes que victimes masculines, ce qui n'enlève en rien la cruauté de l'acte envers les victimes masculines. Bien sûr. Mais en termes statistiques, on a effectivement beaucoup plus de victimes féminines. Et là, on a une source qui est le magico-religieux, qui a quand même une certaine importance dans les Antilles, justement, avec cet aspect que, soi-disant, prendre, je mets des guillemets sur ce que je vais dire, prendre la virginité d'un enfant ou d'une enfant permettrait de gagner un certain nombre de points pour pouvoir avoir de la gloire, de l'argent, du succès, de la réussite dans beaucoup de domaines. Voilà. C'est vrai. Et puis d'ailleurs, il se dit quelque chose qui est assez cruel et que je n'ai jamais pu supporter. Moi, pas qu'à élever cheval pour officier monter. Ça, c'est quelque chose d'affreux. Mais enfin, bon, ça fait partie de notre société. Alors, sur l'aspect qualitatif des violences, alors, vous avez dit, a priori, que les violences psychologiques sont plus importantes chez nous que les violences physiques. Oui. Mais c'est bien ce que je dois comprendre. Oui. Mais est-ce qu'il y a une graduation de ces violences? Est-ce que on peut se dire, si c'est que psychologique, ça va? Ou alors, y a-t-il le même impact, que ce soit des violences psychologiques ou des violences physiques? Moi, je pense pas, parce que les violences psychologiques restent le terreau des autres formes, de la Qu'est-ce qu'on appelle violence psychologique déjà, pour que les téléspectateurs comprennent bien? On va parler de tout ce qui est harcèlement, humiliation. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça, dénigrement. Toutes les formes de pression, en fait, toutes les formes de pression qui ne sont pas directement physiques, mais en fait, où la personne se sent vraiment tendue, ne peut pas agir comme elle veut, et humiliée, a une perte d'estime de soi. C'est là, on est vraiment dans le domaine des violences psychologiques. Ça se repère facilement parce que la claque ou la violence physique, on peut l'estimer avec les ITT, on voit selon le nombre d'échymoses que vous avez. Alors c'est ça la difficulté, c'est qu'effectivement le plus souvent lorsqu'on parle de violence, les gens pensent tout de suite aux violences physiques parce que là c'est visible, parce qu'il y a des manques et en fait on pense moins aux autres, sauf que les autres ont aussi un impact. C'est-à-dire que quand une personne ne peut pas agir librement, a toujours peur, cette peur au quotidien, en fait, va entraîner un mode de fonctionnement de la personne qui va fuir certaines situations, qui va être, comment dirais-je, même ne serait-ce quand les sciences neuronales expliquent très très bien ça maintenant, comment il y a une destruction à l'intérieur même du cerveau à cause de ces situations de stress dans le temps. Alors, je vous invite à sortir de notre petit triangle très rassurant pour pouvoir nous projeter vers les téléspectateurs, puisqu'ils ont la parole en priorité d'ailleurs au 71 27 07. Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? Jean-Pierre. Jean-Pierre, soyez bienvenu, Jean-Pierre. Oui, alors, je voulais dire deux mots là. Ça fait un moment que j'entends parler de violence. Il y a des mois et des mois, j'entends parler de violence de la femme et tout cela. Mais j'aurais aimé savoir, j'ai jamais entendu personne demander, mais comment ces violences entre l'homme et la femme, ces violences, comment ça arrive à rentrer dans cette dimension entre femme et homme? Qu'est-ce qui provoque ces violences? C'est ce que j'aimerais savoir. Parce que j'entends toutes les femmes parler de violence, ils ne disent pas, mais c'est pourquoi. Expliquer c'est pourquoi et comment, puisque c'est pas des fous entre les deux personnes. Tout bonnement, on va rester et puis on se bagarre. Il y a quelque chose qui ramène à cela.
Ah bon, je dirais, comme on dit, il y a un temps, la vie est belle, et puis il y a des temps, la vie est mauvaise, mais il faut savoir supporter, parce que il y a tout cela aussi. Hein. Jean-Pierre, est-ce que vous avez connu dans votre vie, dans votre expérience, des personnes, des victimes de ces violences conjugales? Ah ben, j'ai connu des certaines, hein. J'ai connu des certains milieux, hein, mais ça venait, par exemple, je vais vous expliquer cela. Par exemple, la personne travaille les portefeuilles et la fin du mois, ça rentre d'une manière largement arrivée, peut-être entre l'homme et la femme aujourd'hui. Et ça ne rentre pas. Le loyer, il faut payer, et l'électricité, la bonne vie, et tout cela, et tout cela. Et si l'homme ne travaille pas, et puis il est là, et il sait qu'il a amené une vie assez ouverte, très large, avec la bonne femme, et puis arrivé aujourd'hui que ça ne dépose pas, ben, vous savez bien que ça donne des millions en marche arrière. Et il faut qu'on paye le loyer, il faut ceci, il faut cela. Alors ça ramène des petits langages à gauche, à droite qui s'en va. Et puis voilà, mon cap pété tout à présent. Il y a tout ça aussi, il faut le dire. Il faut le dire, hein, il y a ce milieu-là aussi, hein, que quand c'est belle, c'est belle, et puis quand il est mauvais, voilà, tout ça ramène ça. Hein, voilà. Très bien. Merci, voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors, restez à l'écoute. On va demander à nos deux invités sur le plateau de nous expliquer. Merci. Et vous revenez quand vous voulez, d'ailleurs. Jean-Pierre a voulu savoir quelles sont les causes qui peuvent amener à ces violences, parce qu'il ne comprend pas, en disant que depuis on en parle depuis beaucoup, cette année particulièrement, parce que je crois que le président de la République en a fait une grande cause nationale, si j'ai bien compris, et puis il se dit, mais on en parle, mais bon, qu'est-ce qui provoque tout ça? Alors, par rapport au discours de Jean-Pierre, moi, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est que quand on parle de cause, la cause, c'est la volonté de dominer. Quand on met en place un système de violence en direction d'une personne, donc pour que cette personne en soit la victime, la volonté, c'est de dominer. Et en fait, la violence, finalement, devient le moyen de dominer cette personne, tout simplement. Donc, ça, c'est la cause, pour moi. Maintenant, ce qui s'est passé avant, qui a créé chez l'auteur le besoin de domination, là, on parle d'autre chose. Donc, il peut y avoir plusieurs causes. Il y a des représentations qui sont intégrées dès le plus jeune âge. Il y a le fait que peut-être qu'il a grandi dans une famille où c'était quelque chose qui se passait aussi. Donc là, on parle de reproduction sur plusieurs générations. Il y a ses représentations, ses propres représentations. Et puis, il y a un certain nombre de choses qui sont présentes dans la société qui peuvent aussi influer sur tout ça. Bon, il y a aussi quelques auteurs qui souffrent de pathologies psychiatriques, mais qui sont quand même très peu nombreux. C'est-à-dire alcool aussi. Voilà, mais qui sont quand même, qui ne représentent pas la majorité des auteurs, il faut le dire. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, il a parlé du fait que deux personnes ne travaillent pas, donc ça aussi, ça peut être source de tension. Effectivement, c'est une source de tension, que ce soit dans des couples où il y a des violences ou pas. Je pense que le fait de ne pas avoir de revenus financiers est une source de tension pour tout le monde. Par contre, l'enquête menée par l'INED sur la Martinique et sur la Guadeloupe démontre bien que quand il y a une situation conjugale où il y a une des deux personnes qui ne travaille pas, il y a augmentation des violences. Et cette augmentation est encore plus importante si deux personnes, donc si les deux personnes du couple ne travaillent pas. Donc la situation économique est absolument un paramètre à prendre en compte dans le cas de violence. Énormément. Est-ce que je dois comprendre que quand les gens travaillent, il n'y a plus de violence parce que tout le monde travaille, tout le monde a de l'argent? Mais c'est pas une excuse en fait dans tous les cas. En fait, ce sont des facteurs aggravants. L'inactivité, va devenir un facteur aggravant. Effectivement, on a plus, c'est 18% de violences conjugales, taux de violence confondus. C'est 24% quand la femme ne travaille pas. Et si en plus l'homme non plus ne travaille pas, c'est 30% de la population. Donc ça veut dire qu'effectivement c'est un facteur aggravant. Mais ce facteur aggravant vient sur une situation préexistante. Et la situation préexistante, en fait, c'est un mode de fonctionnement que nous avons intégré dans la société. Et pas seulement dans la société antillaise, je veux dire...
à la limite, on pourrait dire que mondialement, on a une manière de fonctionner qui considère que l'homme a droit au pouvoir, que la femme doit être plus ou moins soumise à l'homme. Ce mode de fonctionnement, même s'il y a des transformations avec les lois, etc., ça reste quand même un mode de fonctionnement dominant, et plus particulièrement dans le couple. C'est un petit peu moins le cas quand c'est le travail, etc., où les lois sont plus strictes. Mais dans la relation intime, on a encore cette image que c'est l'homme qui doit mener la barque, qui doit mener le foyer. Et là, c'est un facteur aggravant. En plus, il y a un élément qui entre en jeu, c'est que les attentes que les hommes et les femmes ont de la relation amoureuse ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire parce qu'en fait, nous n'avons pas la même, ce qu'on appelle la socialisation. Les hommes ont, depuis petit, la socialisation, c'est quoi? La socialisation, c'est toutes les influences que nous avons depuis que nous sommes nés. Et toutes ces influences-là font la personne que nous sommes aujourd'hui, notre manière de fonctionner. Et globalement, la socialisation des hommes va plus pousser les hommes à les faire aller à la conquête, à montrer leur virilité, à montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont puissants. Et chez les femmes, par contre, la socialisation des femmes, ce qu'on attend des jeunes filles à la maison, c'est qu'elles doivent être respectables parce qu'elles représentent leur famille. Donc, elles ne doivent pas faire n'importe quoi, elles ne doivent pas courir, on ne doit pas les voir avec plusieurs garçons dehors. Il faut qu'elles soient amoureuses de leur homme. En fait, c'est vraiment deux visions différentes. Et c'est un petit peu, la vision, c'est un petit peu comme si la femme doit se projeter sur la recherche du prince charmant. Et l'homme, il est un petit peu plus libre de vivre ce qu'il veut. Pourtant, nous sommes dans un mode de pensée où on privilégie l'image de la femme libérée. Et là, vous êtes en train de me présenter une femme soumise. Non, mais enfin, il y a, par rapport à ce que Roger disait, effectivement, il y a tous ces facteurs qui sont des facteurs aggravants. Par contre, en aucun cas, ça ne doit devenir une justification concernant les violences qui sont commises. Donc, certes, il y a tous ces facteurs, mais ce n'est pas ces facteurs qui donnerait raison à l'auteur de commettre ces violences. Par contre, par rapport à l'image de la femme libérée qui serait présentée dans un certain nombre de médias, elle n'est pas si libérée que ça au final, parce qu'il y a quand même pas mal d'injonctions, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes d'ailleurs. Il y a effectivement toutes les injonctions concernant la respectabilité des femmes, donc le fait qu'elles portent le poids de l'image de la famille sur leur dos. Donc même si elles sont autorisées à porter des jupes un petit peu plus courtes, même si elles sont autorisées à sortir un petit peu plus, à s'exprimer un peu plus, il faut quand même qu'elles restent des filles respectables, donc qui soient de bonne famille, qui ne sortent pas trop, qui ne se montrent pas trop, qui n'aient pas de multipartenariat, et ça, de relations avec plusieurs personnes. C'est-à-dire que ces représentations-là restent encore figées elles en sont 2019. Encore là, et elles sont cumulées à d'autres représentations de être belle, être mince, avoir une grosse poitrine, avoir des grosses fesses, mais tout en restant respectable quand même, tout ça. Avoir une peau pas trop foncée de préférence, avoir aussi des longs cheveux. Et pour les hommes, on va se retrouver sur quelque chose qui relève vraiment de la virilité, donc avec tout ce qui est être musclé, être grand, être fort, avoir beaucoup de force physique. Pas oreille aussi pour la couleur de peau, pas être trop foncé. Dans les images qui sont montrées dans les médias, très souvent c'est ça, y compris en Martinique, sur les panneaux publicitaires. Donc on a vraiment des injonctions qui sont super fortes, qui créent un climat défavorable de toute façon pour les relations. D'accord. Et même pour la construction même du couple, le climat c'est défavorable, comme disait Cindy, parce que en fait créer un couple, ça demande d'aller sur des bases quand même égalitaires, des bases de respect mutuel, de respect mutuel. Donc ça se fait heureusement quand même dans beaucoup de cas, mais on a quand même le phénomène que si l'homme est, enfin, des deux côtés, il y a souvent le phénomène de la jalousie, où on estime que l'autre nous appartient. Mais la difficulté, c'est que c'est plus souvent l'homme qui a été habitué à utiliser sa force physique. Les jeunes hommes très tôt en fait sont habitués, même entre eux dans les jeux, habitués à utiliser la force physique. Et le problème, c'est que quand les choses ne vont pas, en fait, et qu'on n'est pas à même de verbaliser un mal-être qu'on a, ça va prendre. On a recours à cette force. Et cette force physique, c'est plus souvent l'homme qui va utiliser sa force physique, y compris dans sa relation conjugale ou dans sa relation amoureuse. Mais donc là, pour exprimer beaucoup de sentiments, que ce soit la tristesse, la colère, vraiment le recours à la force physique est beaucoup plus important. Enfin, dans la construction, effectivement, des garçons que dans la construction. Ça traduit une certaine fragilité des hommes quand je vous écoute comme ça, cette incapacité
difficulté qu'ils aient à exprimer des émotions autrement que par des injonctions physiques même, parce que on a presque, à vous écouter, l'impression que c'est des victimes. C'est Victimes une privation. de la représentation sociale qu'on a de la virilité. Quelque part, ça rend quand même les hommes prisonniers d'un mode de fonctionnement. Ce qui n'excuse pas, comme dit... Et ils peuvent s'en sortir de cette prison, les hommes ? Oui, après, c'est aussi une question de construction. Quand dès petits, on entend « il faut pas pleurer parce que les garçons ne pleurent pas ou bien « pas pleurer quantifie », forcément, on intègre qu'on n'a pas le droit à la peine, on n'a pas le droit de l'exprimer. Et donc, à un moment, quand les choses s'accumulent, le bouchon, il finit par en sortir. On peut effectivement péter un plomb et avoir recours à de la colère, de l'agressivité pour pouvoir exprimer des sentiments qui, à la base, étaient des sentiments de peine. Je reste sur le fait que ça ne justifie en rien les violences commises, mais là, je parle d'agissement, pas forcément envers quelqu'un. Par contre, si on apprend qu'on a le droit d'exprimer ses sentiments, qu'on a le droit d'avoir une communication non violente dans laquelle on dit ce qu'on ressent, pourquoi on est d'accord, pourquoi on n'est pas d'accord, pourquoi on peut essayer de trouver un terrain d'entente aussi, là, effectivement, on est sur quelque chose, comme disait Roger, qui représente plus la base d'une relation égalitaire. J'ajouterais même quelque chose. Il y avait un philosophe qui avait écrit un livre qui s'appelle « Malaise dans la civilisation ». Moi-même, je me demande si quelque part, cette espèce de propension qu'on a à utiliser, mais vraiment très fréquemment, l'alcool, enfin, un certain nombre de produits, est-ce que tout ça, quelque part, ça ne dénote pas aussi d'un certain mal-être? Et que finalement, ce mal-être, parce que lorsque les violences s'expriment très fortement, c'est souvent aussi lorsque les personnes il y avait déjà la construction d'une certaine manière de fonctionner, mais c'est très souvent au moment où on a bu, on a été alcoolisé, qu'on passe à un acte qui est plus violent que les autres. C'est-à-dire les violences psychologiques sont déjà graves, les violences verbales sont déjà graves, mais passer à une étape de violence physique, là, on atteint un summum, et qui est souvent le cas lorsqu'on est sous l'emprise de certains produits. Alors, je rappelle que vous pouvez évidemment introduire votre point de vue dans ce débat qui est fortement mené par nos spécialistes, mais vous êtes, de votre côté, certainement, vous avez un avis à donner sur ces questions de violence conjugale et on le recueillera avec beaucoup de plaisir. Alors, vous parlez de la construction de la virilité, mais les femmes ont quelque chose à voir dans cette construction-là. Quelle est la responsabilité par exemple, des mères qui élèvent des petits garçons? J'ai déjà eu l'occasion d'entendre Makaladje Kokmouin, Marie Poulzot. Alors, quelle est la part de la responsabilité des femmes dans la construction des hommes de notre pays? Alors peut-être que Roger pourra plus expliquer statistiquement parlant la part que moi. En tout cas, moi je pense que les femmes et les hommes ont leur part de responsabilité quant à la construction des filles et des garçons. Sauf que les hommes ne participent pas beaucoup à l'éducation. Chez nous, ils sont très en retrait. C'est une forme d'image qui est laissée quand même. Que ces hommes soient absents ou présents, j'ai envie de dire que ça laisse une empreinte en fait sur les petits garçons qui deviendront ensuite des hommes. Et effectivement, avoir autour d'eux des femmes qui disent Marie Poulzot Kokmadewa, ça a aussi une influence parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose qui est tout à fait OK, qu'on peut cautionner dans la société. Donc, elles ont été élevées dans ce mode de fonctionnement-là, qu'elles reproduisent avec leurs garçons et leurs filles, parce qu'elles estiment que c'est comme ça que la société fonctionne, parce qu'elle aurait toujours fonctionné comme ça, et que c'est quelque chose qu'on peut répéter sur plusieurs générations sans forcément avoir conscience des dégâts et des conséquences que ça peut avoir par la suite. Vous avez une idée de ce que ça peut être, à part des représentations portées par les femmes dans la construction des hommes, de la virilité des petits garçons? Vous avez une idée peut-être qualitative de ce que cette responsabilité est... Alors, en fait, la responsabilité, elle est celle de l'ensemble de la société. C'est-à-dire que tous nous sommes pétris par ce qu'on appelle des stéréotypes. C'est-à-dire que nous fonctionnons avec, que nous le voulions ou pas. Et ces stéréotypes, en fait, c'est pas nous qui les construisons tout seuls dans nos têtes. Ils proviennent de ce que nous avons reçu. Donc, en fait, on ne peut transmettre que ce qu'on a reçu.
Alors, si on a Et vous pensez c'est qu'on le peut cas, être c'est en le cas. rupture de tout On ça peut être parce en que- rupture. On peut être en rupture, mais pour être en rupture, il faut avoir reçu des éléments nouveaux, des Et éléments favorables. différents, qui soient favorables à une évolution des choses. Donc, il y a une part importante il y a un rôle important que les femmes ont à jouer, à condition de transmettre, d'apporter des éléments nouveaux aux femmes. C'est-à-dire, on ne peut pas simplement aujourd'hui se dire que, bon, ben voilà, notre société, ça a toujours été ça, c'est notre tradition, c'est comme ça qu'on est. Non, on ne peut pas simplement partir de ça. On doit partir d'un constat de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre société et que sur ces aspects-là, il faut qu'on évolue. Alors, comment évoluer à ce moment-là? Ben, c'est tout le travail qui est à mener dans les familles, dans les associations, dans les institutions. Et là, ça permet des évolutions. Mais est-ce que, par exemple, on n'est pas plombé dans les représentations et les discours que porte la religion? Les religions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, les religions monothéistes, elles ne positionnent pas les femmes dans des dimensions très héroïques, en tout cas. Hein? Non, les religions, de manière générale, Oui. ne sont pas forcément très... ne donnent quelles pas une image religions? Des très religions bonne, très judéo-chrétiennes, égalitaire non, pas des du tout. femmes. Voilà. Ouais. Par contre, on peut peut-être Sauf que ce s'inspirer sont d'un des certain nombre de... puissances, les religions. Oui, mais si on s'inspire par exemple de la puissance de la valeur familiale, de ce qui est porté, donc par ces religions quand même, la valeur familiale, l'importance de la confiance qui existe au sein du foyer, peut-être que là on peut essayer de trouver une ressource qui peut être mobilisée pour arriver à quelque chose d'un petit peu plus égalitaire entre femmes et hommes. On a parlé aussi du fait qu'il y a un certain nombre de familles monoparentales, donc de familles où il n'y a pas de père, mais le père n'est pas le seul homme qui puisse rentrer en compte dans la représentation et dans la construction des petits garçons, des petites filles. Il y a en général quand même d'autres personnes, que ce soit des oncles, des frères, des cousins, des amis, enfin, il y a un certain nombre d'autres hommes dans la famille qui peuvent, eux, porter une image plus positive, justement, en termes de présence et en termes de représentation à ces petits garçons, mais aussi à ces petites filles. Sur la dimension du poids de la religion, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un mammouth qui empêche justement des idées d'avancer, ou vous avez l'impression que même au niveau des religions, il y a des choses qui ont changé, des idées qui se sont modifiées? Il y a quand même des évolutions, surtout lorsqu'on écoute les plus jeunes, entre guillemets, enfin, dans les différents discours. On sent qu'il y a des évolutions. Il y a quand même un socle qui est difficile parce qu'il faut bien voir que l'origine des religions remonte à très loin et dans une époque qui était complètement patriarcale, c'est-à-dire où le pouvoir était totalement et uniquement un pouvoir masculin. Donc il y a ce poids difficile sur lesquels il faut progresser. Maintenant, il appartient aux personnes qui sont dans les religions de prendre conscience des conséquences qu'il y a, des réalités qu'on a, pour se dire mais comment nous pouvons évoluer avec ce que nous avons, avec nos croyances, avec notre mode de fonctionnement, mais sur quel point nous pouvons évoluer. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui le font. Donc ça crée des ouvertures. Vous croyez que donc, dans les religions, le débat peut être porté au sein même des religions, hein, je veux dire pas forcément au sein des fidèles, mais dans les institutions religieuses, on peut porter un discours qui permettrait d'alléger les représentations du masculin et du féminin. Moi, je pense que oui. Je pense Vous êtes qu'il y a... très optimiste. Oui, tout à fait. C'est quand même... Je pense que oui, il y a comme disait Roger, il y a des choses qui bougent, il y a des lignes qui bougent, il y a de plus en plus de personnes de religion qui disent justement la valeur de la famille, la valeur de la communauté, les femmes, les hommes, qui parlent justement de manière un petit peu plus égalitaire et globale, et qui parle aussi de l'importance de la présence des pères au sein du foyer en termes d'exemple. Et je vais donner un exemple qui, pour le coup, ne nous concerne quasiment pas, fort heureusement, c'est celui de l'excision. Oui. Il y a en Afrique subsaharienne ces violences sexuelles qui sont commises envers beaucoup de petites filles. Et les lignes ont commencé à bouger en termes de lutte contre l'excision quand des imams se sont impliqués dans cette lutte. Donc si
en Martinique, des personnes de la communauté religieuse, des communautés religieuses, parce qu'il y en a plusieurs, s'imprègnent justement de ce que c'est que l'égalité entre femmes et hommes, le respect mutuel, et pourquoi pas des valeurs de couple aussi, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments de la religion qui pourraient permettre d'avoir des échanges comme ça, par exemple les préparations au mariage dans le cadre catholique, les sermons aussi, qui sont des temps de parole qui peuvent permettre de diffuser un certain nombre d'informations importantes. Si des personnes des communautés religieuses s'imprègnent de toutes ces valeurs-là, de l'importance de tous ces éléments-là pour pouvoir les diffuser auprès de leur communauté, ça peut faire effectivement beaucoup bouger les choses. C'est un appel que vous lancez. Hein. Totalement. Donc vous êtes prête à prendre votre flambeau pour aller dans ces institutions tout à fait. Et faire bouger le curseur. Avec tout mon optimisme. Alors on dit aussi que c'est l'amour, tout ça, on tue par amour, vous avez déjà entendu ça, on parle des fois de crimes passionnels, vous avez dû entendre des journalistes, même chez nous en Martinique, on a vu, et je sais que l'UFM a eu souvent à remonter les bretelles de certains hommes de rédaction. Qu'est-ce que l'amour a à voir là-dedans ? J'ai envie de dire rien. Rien du tout. Rien du tout. C'est pas de l'amour. À partir du moment où on ôte la vie, où on fait du mal, ça peut pas être de l'amour. C'est complètement contradictoire. Après, qu'on dise qu'on est dans une forme d'émotion, oui. Mais je veux dire, la haine, c'est une émotion. La colère, c'est une émotion. Donc, au contraire, on est en fait dans... lorsqu'on réagit de manière émotionnelle en portant des actes graves, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas appris soi-même à gérer des frustrations, à gérer des situations difficiles et surtout à avoir la lucidité de voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Pas dans le sens moral du terme, pas dans le sens religieux du terme, mais dans le sens vraiment humain, c'est-à-dire qu'il y a certaines valeurs qui sont importantes. Le respect absolu de la vie humaine, par exemple, ça c'est une valeur qui est fondamentale. Lorsqu'on a un certain nombre de valeurs en tête, même lorsqu'on a des conflits émotionnels, on sait que ces valeurs-là, elles sont au-dessus de nos conflits. Donc, en fait, ça aide à faire des choix dans la situation difficile qu'on vit. Et ça, je pense qu'il faut vraiment réactiver ce genre de choses dans notre société. J'ai eu à entendre dans une autre vie que certains jeunes dans un lycée des jeunes que j'avais rencontrés suite au meurtre d'une personne dans leur établissement. J'avais rencontré à la demande du chef d'établissement ces jeunes qui me disaient que cette dame avait été victime de son agresseur, mais que c'était par amour qu'il l'avait tuée. Mais c'est pas du tout de l'amour, comme disait Roger. Enfin, à partir du moment où on tue, où on décide de dominer quelqu'un, c'est qu'on n'est pas dans une relation d'amour, parce que l'amour, c'est quand même vouloir du bien, normalement, vouloir du bien au couple, vouloir du bien à soi, mais vouloir du bien aussi à l'autre personne. Donc décider de tuer une personne, c'est pas un acte d'amour. Il y a un reportage que j'ai vu il y a quelques jours, je sais plus sur quelle chaîne, qui retracer un peu l'histoire d'un procès, justement, de violence conjugale, dans lequel il y avait donc un homme, auteur, qui avait tué son ex-compagne. Et l'avocat de cet auteur disait, il s'agit d'un crime passionnel, il a perdu la tête, subitement, il savait plus quoi faire, et là, il l'a tué, mais c'était pas quelque chose de prémédité, etc. Et l'avocate de la victime, de la famille de la victime, disait, elle, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a été dans un schéma où d'abord il y a eu des violences psychologiques. Ensuite, il y a eu des violences physiques qui ont été de plus en plus graves et de plus en plus répétées. On a terminé, entre guillemets, ce schéma de violence par le meurtre. Un crime passionnel, ça n'existe pas. Il s'agit d'un crime tout court. Écoutez, vous avez bien lancé le reportage que je vous propose de regarder de l'évolution de ce concept de crime passionnel à violence conjugale. C'est un petit reportage que nous a sélectionné Manuela. Nous le regardons tous. Passionnel à féminicide, vous avez l'impression que cette évolution terminologique a modifié quelque chose dans la situation ?
Alors, que ça soit... oui. déjà, le terme crime passionnel, malheureusement, il a été utilisé récemment par des médias. Enfin, Oui. j'ai le souvenir en 2017 qu'il a fait des gros titres concernant une femme assassinée. Je me souviens personnellement voilà. avoir eu à intervenir sur une chaîne dont je tairai le nom pour leur dire que je trouvais ça inadmissible. C'est ça. Ben, l'UFM aussi est intervenu parce qu'effectivement, c'est inadmissible qu'on en soit encore à expliquer pourquoi on n'a pas utilisé le terme crime Mais passionnel. est-ce que c'est pas un problème de formation chez certains journalistes? Comment cela peut-il encore exister que ça soit... est-ce que vous avez le sentiment que la presse est bien imprégnée de ces mécanismes de violence? Non. Non. Je ne Oui, pense c'est pas peut-être que une dans leur piste, formation, voilà. il y ait quelque chose qui soit consacré, en tout cas, Ouais. à cette thématique, ce qui est bien dommage parce que ce sont des personnes qui relatent des faits et qui, justement, ont voix au chapitre et peuvent avoir beaucoup d'influence sur d'autres personnes de la société, quel que soit leur âge. Et puis sur l'image qui est diffusée aussi de ces crimes, parce que dans le reportage, on voyait bien qu'il y a une étude qui a été menée sur l'impact des mots utilisés sur la population. C'est bien parce que justement, le fait d'utiliser crime passionnel ou d'utiliser meurtre ou crime change quelque chose aux yeux de la population de manière générale. Donc effectivement, une formation, une sensibilisation sur le pourquoi on n'utilise pas ce terme, qu'est-ce que ça veut dire un meurtre, qu'est-ce que ça veut dire violence conjugale, comment ça se passe, quelles sont les différentes phases du cycle. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est évoqué aussi dans la première vidéo. Il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en place à différents temps pour pouvoir asseoir la domination sur la victime. Et le fait d'avoir la connaissance de tous ces éléments-là, de mieux comprendre comment ça se passe, peut permettre aux journalistes, pourquoi pas, de ne plus utiliser ce terme et d'utiliser des termes adaptés. Et vous avez du pain sur la planche, donc, oui, en matière de formation. Je vous sens bien courageuse et bien déterminée à modifier ces représentations. Sur la question du féminicide, vous pensez que c'est un terme qui convient parfaitement ou fait-il peur? Quel est l'impact qu'il pourrait avoir dans ce combat qu'il faut mener contre les violences faites aux femmes? Oui, c'est un terme qui convient parce que... il est un peu réducteur parce que féminicide, c'est uniquement les crimes, si j'ai bien compris. Hein. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'englobe pas toutes les violences qui sont faites aux femmes? Non, il faut que la personne soit morte quand même. Voilà. C'est comme les homicides, en fait, ce serait l'équivalent, mais lorsque c'est dans le cadre d'une violence qui est spécifiquement tournée vers la femme. Oui. Donc c'est en ce sens que le terme est important, surtout lorsqu'il cherche à vraiment montrer que c'est en raison du fait qu'elle est une femme, qu'elle a été tuée. Donc quand c'est une violence conjugale, par exemple, ce serait peut-être moins sur le cas, par exemple, une personne qui est morte sur la route, par accident. Bon. Mais là, vraiment, un fémicide, il y a vraiment l'élément intentionnel et le fait que ce soit lié à la condition de femme. Et vous pensez que d'utiliser ce mot a un impact bien marqué et est au service de cette lutte contre ces violences? Moi, je pense que oui, je partage tout à fait l'avis de Roger parce que chaque mot a une utilisation et un sens surtout. Donc, quand on utilise un terme, c'est parce qu'il a une signification et donc ça lui donne... j'ai envie de dire le non, ça lui donne toute son importance aux yeux des personnes qui le lisent, qui le voient, qui s'en imprègnent et qui se disent mais ça correspond à quoi? Effectivement, parler de féminicide, il s'agit de parler d'une femme qui a été tuée du fait de sa condition de femme. Donc, dans le cas de violence conjugale, parce que les victimes sont en très grande majorité des femmes. On peut parler aussi, par exemple, d'un cas de violence sexuelle où il y a eu un meurtre. Après, là, on peut parler d'un féminicide. Par contre, si on parle d'un attentat, par exemple, où il y a eu un certain nombre de personnes, là, on peut parler de meurtre sans forcément qu'il y ait de lien avec le sexe de la personne. Ce que je veux surtout faire comprendre, c'est qu'il ne faut pas non plus que ce concept féminicide qui est important, qui traduit bien les choses. D'ailleurs, il y avait un psychanalyste, Jacques Lacan, je ne suis pas encore né, ma très chère, pour ça, qui disait qu'il œuvrait à Vincennes à l'époque, c'était la bonne époque de 68, donc vous voyez, ça ne pourrait pas vous concerner, qui disait que le monde des mots fait le monde des choses. Et effectivement, et le terme me semble bien précis et permet de bien conceptualiser la situation, sauf qu'il ne faut pas qu'il fasse écran aux autres formes de violence, parce qu'elles ne sont pas toutes, heureusement,
assassiné ces femmes. Heureusement, Oui. même si les chiffres sont quand même assez alarmants cette Oui, année. bien évidemment. Cette année, on a quand même au niveau national 138 femmes décédées depuis le 1er janvier, ce qui Chez nous, on est a très alarmant. en plus récemment Récemment, encore, il y a 10 jours, une femme assassinée, et c'est quand même la 3e année consécutive où on en a une assassinée depuis 2017. Donc c'est vrai que ça reste des chiffres alarmants, mais effectivement, ce mot ne doit pas faire écran. Par contre, le fait de le faire rentrer dans le cadre légal peut lui aussi prendre toute son importance. Enfin, j'ai envie de dire que chaque crime, chaque délit a son appellation. Donc, pourquoi pas un terme qui, là, serait spécifique pour démontrer des violences qui sont commises de manière spécifique envers les femmes et qui ont tout leur sens. Je vois que vous militez pour que ça soit introduit dans le code pénal. Hein. Tout à fait. Et ça le sera, parce qu'en fait, j'ai le sentiment tout de même que la vague politique, en tout cas le contexte politique est plutôt favorable à ces luttes contre ces violences, enfin, un peu plus que ce qu'on entendait. Et alors j'ai envie de vous entendre réagir par rapport à ces mesures qui ont été prises. La plupart des associations dont vous faites certainement partie, Cindy, disent que c'est largement insuffisant. Alors, premièrement, c'est insuffisant. Et puis, deuxièmement, on attend de voir la mise en application. Parce que voter des lois, mettre en place des mesures, faire de grandes lignes du quinquennat, etc., c'est quelque chose qui, oui, a un bon effet médiatique particulièrement. Maintenant, il faut voir aussi la mise en place, ce que ça donne sur le terrain et puis quels sont les impacts réels de la mise en place de ces mesures. Parce que le but, c'est pas de faire des mesures pour faire des mesures, c'est quand même de faire des mesures pour qu'il y ait un impact réel sur la lutte contre les violences. Alors, il y a une de ces mesures phares qui semble être reprise par le gouvernement, c'est de faire en sorte que ces auteurs soient mis en éviction, et ça, je crois qu'ils ont envie de systématiser ça, mais surtout prévoir en particulier des interventions socio-judiciaires contre ces auteurs, systématiser des centres. Ils ont dit prise en charge, mais bon, c'est pas tout à fait le terme parce que il faut dédier ce terme plutôt aux victimes. Mais on sent que cette fois-là, on va chercher à comprendre ce qui se passe au niveau des auteurs. Qu'en pensez-vous? Oui, alors je pense que c'est extrêmement important parce que en fait, on peut pas simplement se dire qu'il y a des hommes qui sont violents, qui vivent une certaine violence, et sans réagir particulièrement sur le mode de fonctionnement des hommes. Donc c'est important qu'effectivement, les mesures prévoient qu'en fait, dès qu'il y a une première claque, par exemple, au lieu, si c'est pas une forme de violence parmi les plus graves, au lieu qu'il y ait une peine de prison, la personne va suivre un stage où elle va apprendre à mieux comprendre en fait la situation et en quoi en fait elle est responsable, qu'elle est auteur d'un acte de violence. C'est important parce que c'est vraiment de la responsabilisation. Et c'est aussi aller là où il y a des lacunes. Parce que, quelque part, tout le monde va à l'école, mais lorsqu'on va à l'école, on apprend un certain nombre de choses qui sont importantes pour la vie économique, pour se débrouiller. Mais sur les questions relationnelles, il n'y a rien comme formation là-dessus. Donc finalement, il y a des comportements qui se mettent en place et puis qu'on pense être normal, parce qu'on voit que d'autres ont réagi comme ça, ou peut-être que dans la famille, il y a des gens qui se comportaient comme ça. Et là, c'est vraiment montrer que non, qu'il y a des étapes à ne pas franchir. Le fait de marquer que la société estime que tel ou tel acte n'a pas droit de citer, qu'il ne s'agit pas d'un acte normal, ça permet de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et sur l'éviction du conjoint violent. En fait, c'est ce que disait Roger, ça prend tout son sens parce que les premières mesures qui ont été prises par rapport aux violences conjugales, enfin les premiers plans, se concentraient d'abord principalement sur les victimes. Après, il y a eu quand même du bruit autour du fait que faudrait peut-être prendre en compte aussi les enfants, parce que les enfants sont aussi des victimes, et pas juste des témoins inactifs qui ne voient rien, qui n'entendent rien et pour qui il n'y aurait aucune conséquence. Et là, effectivement, on commence à mettre l'accent sur le fait qu'il y a aussi une prise en charge à faire au niveau des auteurs. Donc cette prise en charge, elle se fait donc par plusieurs moyens, mais aussi tout le travail de conscientisation pour prévenir le fait de remettre en place des actions comme ça, de remettre des schémas comme ça, donc prévention de la récidive, et l'éviction du conjoint, du coup, le fait de ne pas avoir à quitter le logement pour la victime, c'est aussi une mesure qui prend tout son sens parce que si une victime donc qui est déjà
victime qui a déjà subi des actes de violence doit en plus partir en urgence du logement et chercher un autre logement, peut-être avec rien, parce qu'elle n'a peut-être pas eu le temps de prendre des affaires, peut-être qu'elle a aussi des enfants à charge qui vont venir avec elle, ça prend tout son sens. Maintenant, dans la réalité, dans la mise en application, pour que ça puisse se faire, premièrement, il faut un appui de police, gendarmerie, etc. Et puis deuxièmement, il faut aussi des centres d'hébergement pour les hommes violents en quantité suffisante pour pouvoir accueillir ces hommes et permettre qu'effectivement ce ne soit pas les victimes qui aient à quitter le logement et à subir la double peine du fait de devoir quitter ce logement. Et sur la question du bracelet électronique pour ces auteurs, vous pensez que c'est une avancée qu'on puisse repérer je pense que ce sera quand même utile parce qu'effectivement il y a des moments où il peut y avoir des situations de danger. Et à ces moments-là, on peut se dire qu'il faut appeler la police, mais des fois, le temps nécessaire fait que quelque chose de grave a le temps d'arriver. Donc c'est vrai que avoir des mesures de cette sorte ont un caractère préventif qui est important. Je crois que le fait d'aller vraiment sur la prévention, de renforcer la prévention, c'est vraiment un élément important. Et effectivement, c'est une mesure qui permet, une fois de plus, que ce ne soit pas à la victime de fuir l'endroit où se trouve l'auteur quand il y a des mesures d'éloignement, etc. Donc, qui prend tout son sens, qui est déjà mise en application en Espagne, par exemple, donc très importante. Mon seul point d'alerte par rapport à ce dispositif, ce serait quand même que, malgré tout, il alerte l'auteur sur le fait que la victime se trouve dans les parages. Donc, il faut quand même faire attention, particulièrement si cet auteur s'est allié avec d'autres personnes pour essayer de faire du mal à la victime, essayer de la retrouver, même si lui, il en est éloigné. S'il prévient d'autres personnes, elle se trouve dans telle rue, dans tels environs, vas-y et va la chercher. Comme ça, c'est déjà fait, malheureusement, en Martinique. Des cas où des auteurs demandent à des personnes d'aller faire du mal, d'aller rouer de coups, d'aller séquestrer, etc. C'est quand même le point d'alerte qu'il faut avoir par rapport à cette mesure. C'est vrai. Donc, qui devrait être appliqué effectivement avec beaucoup de précautions. Vous avez parfaitement raison. On va retourner dans notre pays et surtout, on y était, mais enfin, on va revenir sur notre réalité, sur nos chiffres. En Martinique, l'UFM a fait un magnifique texte qui recensait depuis 1998 le nombre de victimes, depuis qui a augmenté puisqu'il y a eu cette. Vous avez pu publier cette triste litanie. Oui, on l'a publié. Quel impact que ça a eu Alors, elle suscite toujours beaucoup d'émotions de la part des personnes qui... On peut rappeler combien de personnes 29, malheureusement, depuis 1998, avec, comme je disais, sur les 3 dernières années, une victime par an. Alors, c'est vrai que elle permet de donner un aspect un peu réaliste au combat qu'on mène au quotidien, parce que souvent les gens se disent non mais bon, les violences conjugales, ok, ça existe, mais en Martinique, pas trop, on est relativement épargné, etc. Il y a quand même un monsieur qui, le jour du lancement du Grenelle, m'a dit oh, une victime par an, ça va, c'est pas trop grave. Bon. Je ne suis pas sûre qu'il aurait tenu ce discours s'il s'agissait d'une personne de sa famille, de son entourage. Donc sur le coup, c'est ce que je lui ai expliqué quand même, et c'est ce que je redis aujourd'hui. Mais je pense que cette liste-là permet justement de se dire non, ça n'arrive pas qu'ailleurs, ça arrive aussi ici. Donc c'est ce qui fait qu'on a tenu à la diffuser justement le jour du lancement du Grenelle en Martinique, donc le 3 septembre 2019, et qu'on l'a diffusé aussi sur nos différents réseaux sociaux parce que en fait, c'est pas des chiffres, ce sont des personnes. Ce sont des personnes qui ont perdu la vie, qui ne pourront plus être avec leurs proches, qui Rappelons ne pourront qu'avec plus... dans cette liste, il y avait aussi 2 enfants. Oui, il y avait aussi Leïla, effectivement, qui a été tuée avec ses 2 enfants. Et ça, ce sont des crimes qu'on peut plus accepter. Enfin, on les a jamais acceptés, mais là, clairement, il faut les refuser de manière collective. Et justement, le fait de dire, voilà, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des personnes. On a eu le témoignage lundi soir, par exemple, de personnes de l'entourage d'Aurélia, de ses amis, de son oncle, qui étaient présents à la manifestation qu'on a fait, qui nous disent bon, là ça suffit, il y avait des personnes autour qui savaient qu'elles subissaient des violences au quotidien et qui pour autant n'ont rien fait, et là elle est morte. Il faut vraiment arrêter ce type de violence et montrer de manière collective qu'on les refuse.
tout Très bien, simplement. alors, est-ce qu'il faut agir sur les émotions que ça suscite, ces féminicides, ou faire en sorte que un réel travail en profondeur s'accomplisse dans les quartiers, puisque je pense à la dernière victime dans son quartier, les choses qui auraient pu être mises en réseau, informer les personnes. Est-ce qu'on peut jouer uniquement sur l'aspect émotionnel Est-ce que ça suffit? Parce que j'ai l'impression que chaque fois, effectivement, ça suscite beaucoup d'émotions. Sur le coup. Et puis après, on repart après sur... Bon, on ne peut pas empêcher l'émotion, c'est quelque chose de un peu normal. Nous sommes d'accord. Mais humain, on ne peut bon. pas se contenter de l'émotion, par contre. Après l'émotion, il faut vraiment aller plus sur le mode de l'action et d'une action réfléchie, dans le sens de quel type d'action, d'ailleurs, quel type de programme d'action qu'on peut se donner pour agir sur ces situations. Et dans tous les domaines. C'est-à-dire que, parce qu'il y a quand même plusieurs lieux de vie, et dans tous les lieux de vie, il y a des possibilités d'action. Ça peut être dans l'entreprise, il y a un certain nombre de possibilités qui sont offertes, d'ailleurs, par la loi, en termes de formation, en termes de prévention, en termes d'affichage, et ça peut être dans les écoles. Là, les écoles sont un lieu extrêmement important, parce que toutes les personnes, tous les enfants, tous les adultes qui ont d'abord été des enfants passent par l'école. Donc c'est un lieu de socialisation qui est extrêmement important et qui est un lieu dans lequel les pouvoirs publics ont justement un droit de regard. Donc c'est là où il faut vraiment jouer et faire, je dirais, un peu plus que ce qui se fait déjà. Il y a déjà des choses qui se font, mais je pense qu'il faut encore augmenter les choses en formant, parce que pour l'instant, les interventions se font au niveau des élèves, 2 heures de sensibilisation pour les 4e, les 3e, jusqu'à la terminale, mais il faudrait vraiment aller vers des formations, y compris des enseignants et des milieux administratifs. Bientôt, on va avoir des élections municipales. Les élections municipales sont souvent des élections clés dans notre démocratie, parce que là, on est vraiment au cœur de la citoyenneté. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait aussi avoir une sensibilisation des candidats sur des programmes qui les amèneraient à faire des propositions contre... Ce serait génial. Ce serait super. Mais c'est votre chantier, c'est... Pourquoi pas? Oui, après, s'il y a des élus UUE avec S qui sont volontaires, parce que ce sont des personnes qu'on ne peut pas obliger quand même, il faut le dire, à mettre en place des sensibilisations ou à être sensibilisés, formés, on est tout à fait preneuse de ce type d'action. Voilà. C'est-à-dire que vous seriez bien content de voir dans les programmes de ces prochains chefs d'édilité des actions concrètes menées dans leur commune. Oui, parce qu'il y a l'aspect scolaire, effectivement, où il y a quand même des obligations, notamment avec le code de l'éducation, qui régit un certain nombre de choses à l'école. Et puis, il y a effectivement les actions qui sont mises en place par les municipalités, comme par exemple des sensibilisations grand public. On a déjà eu l'occasion de le faire avec certaines municipalités en partenariat, mettre en place des sensibilisations, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas suffisamment. Et puis, faut se donner les moyens aussi des politiques qu'on veut mettre en place. J'ai envie de dire, on veut lutter contre les violences, mais qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir lutter effectivement contre ces violences? Par exemple, on met en place des permanences d'écoute. Par exemple, on met en place des services sociaux qui peuvent permettre d'être relais de prévention, mais aussi relais d'écoute par rapport à tout ce qui peut se faire. Par exemple, on met en place des sensibilisations grand public, même, comme disait Roger, de l'affichage. Ça coûte quasiment rien. Et en plus, en ce qui concerne l'UFM, on peut vous mettre à disposition gratuitement de l'affichage. Donc j'ai envie de dire, mesdames, messieurs les élus, ne vous privez pas, venez nous voir pour qu'on puisse vous mettre à disposition de l'affichage. Ce pas-là, vous pouvez tout à fait le franchir, y compris les autres. Mais en tout cas, celui-ci, il est gratuit. Rappelez le numéro de l'UFM. Le numéro de l'UFM. S'ils nous écoutent, les élus, il faudrait bien qu'ils puissent dès demain... Alors, c'est le 05 96 71 26 26. Donc, on a possibilité de vous mettre à disposition des affiches concernant les violences conjugales, des affiches concernant les différents lieux d'écoute, y compris ceux qui sont en permanence en commune, et puis des affiches concernant la campagne de lutte contre les violences qui nous amène ici aujourd'hui. Et vous pouvez même les conduire à développer les espaces d'écoute dans les communes. Je vous vois avec plein de chiffres là. Est-ce que vous avez envie de nous faire
de faire parler ces chiffres que vous avez. Oui. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire, tiré de vos différents chiffres de l'Observatoire territorial des violences faites aux femmes pour la Martinique, pour mieux nous sensibiliser, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, par exemple? D'accord. Alors, quels sont les chiffres clés que vous souhaitez nous communiquer? Oui, chiffres clés. Alors, si on parle par exemple, pour 2018, on parle de toutes catégories d'infractions comprises sur les violences qui sont faites aux femmes. Ça représente 1958 femmes qui ont été portées plainte en 2018. C'est quand même entendues en police et 1958. en gendarmerie. Alors, il ne s'agit pas que de violences conjugales, donc c'est là toutes les formes de violences dont des femmes ont été victimes. Donc 1958 femmes ont porté plainte, mais quand vous dites qu'il ne s'agit pas que... Pour violences, sauf les violences crapuleuses. Donc on ne parle pas de tout ce qui est vol, etc. Vol, braquage, voilà, on parle uniquement de violences qui sont faites directement à des femmes. Ça peut être sur la voie publique, ça peut Et être... elles sont combien, donc, ces personnes qui ont été victimes, repérées en 2018 Donc, 1958. Là, ce sont les plaintes. Donc, une fois que la plainte est posée, après, il faut que l'affaire suive son cours. Donc, ça prend un peu plus de temps. Et là, il y a quand même une forte augmentation par rapport à l'année précédente. Il y avait 1508. Donc, passer de 1508 à 1958, il y a déjà une forte évolution. Ce qui montre que, quelque part, le travail qui se fait aussi de sensibilisation porte ses fruits, puisqu'il y a plus de gens qui osent aller porter plainte. Et ce qu'on pourrait dire aussi dessus, c'est que à peu près un tiers de ces plaintes concernent des violences conjugales. Mais que si on prend à la fois les violences conjugales et les violences sexuelles, c'est à peu près la moitié de ce chiffre. Donc ça veut dire que lorsqu'on parle de violences conjugales, c'est vraiment les deux secteurs qui sont vraiment spécifiques aux femmes. C'est-à-dire que toutes les autres formes de violences, coups et blessures, etc., ça se retrouve chez les hommes également. Mais les seules formes de violence où c'est à 90% des cas des femmes qui sont victimes, c'est dans le cas des violences conjugales et dans le cas des violences sexuelles. Et là où ça nous interpelle, c'est que on devrait se dire que normalement, là où une personne devrait être le plus en sécurité, c'est dans sa famille, avec son compagnon. Or, malheureusement, c'est quand même le premier lieu où elle se retrouve en danger. Donc ça montre que notre société, vraiment, nous avons un travail important à faire sur cette question. Alors, je pourrais peut-être ajouter, puisqu'on parlait des chiffres, que l'augmentation des plaintes, il y a une augmentation de 30% l'an dernier, mais l'année d'avant aussi. Donc ça montre qu'on a vraiment une progression importante du nombre de personnes qui viennent porter plainte. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de violence. En fait, les chiffres entre 2008 et la dernière enquête montrent que c'est à peu près le même taux de personnes, mais par contre, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui osent en parler. Et donc, il y a une libération de la parole, et ça, c'est un élément nouveau aussi à porter à l'actif des campagnes de sensibilisation. Et surtout des associations. Oui, je pense que ça fait écho aussi au discours du procureur quand il est arrivé en Martinique, quand il a pris ses fonctions. Il a clairement dit que les violences conjugales faisaient partie du cheval de bataille qu'il souhaite mener sur la Martinique. Et je me souviens d'une campagne de lutte contre les violences, je crois que c'était celle de l'an dernier, où il disait que c'est le seul chiffre qu'il souhaite voir augmenter, parce que ça voudra dire que la population sait qu'elle peut se tourner vers les forces de l'ordre pour pouvoir justement dénoncer ces violences et mettre en place des mécanismes de condamnation pour ces violences. C'est vrai que nous avons la chance d'avoir, et on peut lui rendre hommage, un procureur très déterminé sur ces questions. Il faut le dire, c'est important. Vous savez, le problème qu'on a, c'est qu'ils sont parfois, une fois qu'ils partent, on a des politiques pénales qui sont modifiées, mais pour l'instant, profitons de sa présence parce qu'il mène un sacré combat. Sur les territoires, est-ce que vous avez des chiffres y a-t-il plus de violence dans le nord, dans le sud, en Martinique? Je sais bien que vous avez peur de les stigmatiser, mais vous êtes là aussi pour répondre aux questions pièges. Bon, écoutez, on peut dire que c'est quand même le territoire... Dites-le sans vous voir. Oui, c'est quand même... Prenez pas la langue de bois. Je n'ai pas porté les chiffres précis de comparaison, mais c'est quand même le territoire Lamentin-Fort-de-France qui est le plus porteur. Donc c'est la conurbation Fouillelès, centre... Voilà. Mais c'est peut-être lié aussi au fait que c'est là où se trouve la concentration de la population. Concentration de population, absolument. Donc, très bien. Et sur les solutions,
qui pourraient être les plus... Si vous avez des propositions très concrètes à faire à ceux qui pourraient nous écouter et qui ont tant soit peu des responsabilités dans notre société, qu'est-ce que vous auriez proposé ? Quelles sont les mesures d'urgence à prendre pour notre pays, puisque la Guadeloupe, qui nous écoutent, ils ne sont pas ici. Alors, concernant les personnes qui sont décisionnaires, la première des choses, ce serait l'argent, malheureusement, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui permet de fonctionner, c'est ce qui permet de mettre en place des actions, de mettre en place des points d'écoute, de mettre en place des actions de sensibilisation, justement, dans les établissements scolaires, etc. Donc, l'argent, oui. Ensuite, la mise en place de toutes ces actions-là, même la mise à disposition, par exemple, de locaux pour pouvoir mettre en place des points d'écoute dans des communes où les gens sont un petit peu plus éloignés du centre, parce que notre local se trouve sur le centre-ville. Toutes les personnes qui habitent loin du centre-ville n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place des points d'écoute en commune, mais multiplier ces points d'écoute en commune, c'est aussi une solution. Multiplier, comme je le disais tout à l'heure, les affichages, c'est aussi une solution. Multiplier les formations des professionnels, ça c'est un point qui est très 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 important, parce que plus il y a de personnes qui sont en capacité de repérer des victimes, de mettre en place un accompagnement dans leur structure, de proposer une écoute à ces victimes, ou même une réorientation, juste une réorientation, plus on va avancer justement vers quelque chose et puis sensibiliser un maximum de population. C'est une de vos missions à l'Observatoire de former les professionnels. Je pense que vous avez même un programme qui s'étale jusqu'en 2022. Alors c'est ça. Il y a un programme triennal, donc 2020-2022, qui prévoit un certain nombre de formations à destination des professionnels. Et justement, on parlait tout à l'heure des communes. Il y a pour les communes un secteur qui nous intéresse particulièrement, qui est celui des CCAS, parce que les CCAS touchent toutes les couches de la population et surtout permettent d'aller vers de la proximité. Et là, c'est important. C'est important de former les professionnels, mais à partir des professionnels, et c'est là que nous aimerions avoir vraiment le soutien des élus, des maires, c'est d'aller vers des actions de proximité qui permettent par exemple, de rassembler des associations, d'amener de manière intergénérationnelle des personnes et d'amener des formes de débat qui ont fait leur preuve. Parce que là, sur les dernières années, on a vraiment eu des expériences très intéressantes sur notre territoire avec les différentes associations, en utilisant des formes qui peuvent être le théâtre forum, qui peuvent être aussi l'utilisation de certains films et d'amener du débat après. Et ces éléments-là ont des effets, c'est-à-dire que cela permet effectivement aux gens de dire bon, mais ils ne sont pas d'accord, qu'il n'y a pas de violence, donc chacun exprime ce qu'il ressent. Et puis, en fait, de donner aussi des témoignages et là, de créer des déclics, en fait. Beaucoup de personnes qui viennent après dans les associations, quelquefois, c'est parce qu'il y a eu le petit élément qui a permis de faire le déclic. Donc c'est important d'offrir ça aussi à la population. Vous pourriez même faire une lettre ouverte à tous les candidats au municipal pour leur dire, voilà, écoutez, vous sollicitez nos suffrages, mais il y a quand même ça à mettre en place. Je crois que ce serait une bonne idée, qui pourrait être une idée conjointe entre l'Observatoire et l'UFM, pourquoi pas. En tout cas, je vais vous laisser le temps de me dire, Cindy, quelles sont les activités qui sont prévues dans le cadre non seulement de cette 20e campagne, mais ce que fait l'UFM, c'est votre temps à vous. Alors, concernant la campagne, on a déjà mené des actions. Donc, on a mis en place la marche Les Tambours de la Résistance lundi, qui avait lieu au centre-ville de Fort-de-France. Mardi, on a eu une sensibilisation sur le campus, donc autour du film qui a été créé pour la campagne, donc avec des jeunes et des moins jeunes qui sont venus échanger, participer, etc. On a des interventions médias aussi. Et là, ce soir, c'est notre dernière action pour la campagne. C'est notre dernière action pour la campagne. Par contre, on a une action que l'on fait toute l'année qui est de recevoir ces femmes. De recevoir ces femmes, de leur porter écoute et accompagnement et puis de mettre à disposition, comme je le disais tout à l'heure, des informations, des flyers de communication, des affiches à destination de toutes les structures qui le souhaitent, des interventions en milieu scolaire, des formations à destination de professionnels et de professionnels en cours de formation aussi. Ça, c'est très important de pouvoir intégrer ça dans le parcours de formation
formation des professionnels. Donc ça, ce sont les actions que l'on mène toute l'année. Et vous avez aussi un centre d'accueil et de ressourcement pour ces femmes qui ont besoin de parler, qui se sentent isolées et qui ont besoin d'être accompagnées, d'être orientées surtout. Oui, tout à fait. Alors notre espace d'écoute et d'accompagnement se trouve au 58 de la rue Isambert à Fort-de-France. Tout à fait, oui. Répond au 05 96 71 26 26. Voilà, c'est le même numéro, c'est le numéro c'est le numéro de l'UFM. D'accord. Et en fait, est couplé à cet espace d'écoute et d'accompagnement un accueil de jour qui lui permet donc de mettre en place des activités avec les femmes, faisant intervenir des professionnels ou pas de d'autres secteurs. Donc on a par exemple eu des ateliers sur le Krav Maga pour le self-défense. On a eu des ateliers cinéma. On met en place des ateliers aussi cercles de femmes dans lesquels les femmes peuvent parler librement à bâton rompu, avec aussi une participation d'une art thérapeute. Donc il y a plusieurs choses comme ça qui se font, qui permettent justement de recréer du lien et puis de reprendre un peu confiance en soi, parce que l'estime de soi, elle est vraiment mise à mal par toutes ces violences. Donc reprendre confiance en soi dans des moments seuls et puis avec d'autres personnes autour, c'est ce que fait cet accueil de jour. En tout cas, j'ai eu l'occasion de visiter, c'est un bel endroit. Bravo. Merci. Vous avez un nouveau site, c'est votre actualité. On peut maintenant découvrir à travers le net ce que vous faites, Observatoire. Absolument. Depuis le 25 novembre, un site internet. Il paraît que vous ne connaissez pas l'adresse. C'est Ovifem. Donc effectivement, Ovifem qui signifie Observatoire des violences envers les femmes Martinique. Alors autre chose aussi, nous ne sommes pas loin que de votre publication d'une enquête que vous avez menée dans les entreprises, et là on va être assez surpris parce que les entreprises sont aussi des lieux où s'exercent ces violences sexistes. Et ça, vous allez nous le révéler à travers une expérience que vous avez menée. Alors bon, c'est pour l'instant, je dis que c'est encore un peu confidentiel puisque l'analyse n'est en tout cas, vous avez quand même publié. Mais nous avons quand même travaillé sur 6 entreprises de Martinique de manière. Alors les personnes devaient répondre de manière anonyme. Les entreprises ont été anonymisées également, c'est-à-dire qu'elles seront libres après de publier, de dire effectivement qu'elles ont été investiguées, mais l'objectif, c'est avant tout de comprendre le phénomène. Et autour de ça, nous pouvons dire qu'il y a effectivement un certain nombre de situations qui se posent. Ces situations-là ne sont pas... Parce que souvent, on se dit que ça vient de la hiérarchie, etc. En fait, souvent, les situations peuvent provenir de collègues ou peuvent provenir aussi d'usagers. Et donc, il y a quelquefois des réponses inattendues, mais les réponses, globalement, nous semblent un peu en adéquation avec l'enquête de Virage, qui montre que dans ce domaine-là, effectivement, il y a des secteurs où les femmes sont plus touchées que d'autres. Donc, il faudra bien qu'on regarde un peu ce qui se passe dans les entreprises, parce que ça aussi, c'est important. Il s'y passe des choses... et on peut dire que les entreprises doivent vraiment, et les chefs d'entreprise doivent être vraiment conscients qu'il y a une responsabilité du chef d'entreprise qui existe actuellement du point de vue juridique. C'est ça. Et donc il y a une obligation d'informer, il y a une obligation de former également. Et d'une manière plus générale, on peut se dire que pour aller vers de la prévention, en tout cas au niveau de l'Observatoire, nous sommes ouverts et nous allons faire des propositions en direction des entreprises pour des actions de formation. On peut vous joindre nous à l'Observatoire? Oui, alors le numéro de téléphone 0596 744 099. Voilà, et puis on peut se dire que vous avez pignon sur rue, puisque vous êtes vraiment à la rue Périnon. On peut vous joindre à l'ancien bâtiment de la FOL. C'est ça. Voilà, j'ai tout dit. Vous n'avez plus rien à dire. Merci beaucoup, Cindy. Avec plaisir. Merci Roger d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé avec autant de précision sur ce qui quand même reste une très grande préoccupation sociétale. On n'est pas sorti de l'auberge, on a besoin de vous pour nous aider à lutter ensemble contre ces violences conjugales. Merci aussi Jean-Pierre qui a été le seul cette fois-là. C'est peut-être parce que vous avez été suffisamment clair et que les téléspectateurs n'ont pas eu à intervenir. Et aussi à François et Annick qui ont réalisé cette émission. On ne se retrouvera pas le mois prochain parce que figurez-vous que le dernier mercredi du mois prochain, c'est... Noël. Voilà, allez, on se retrouvera donc au mois de janvier. C'est toujours un plaisir pour nous d'être ensemble.